Être seul dans un endroit destiné à accueillir beaucoup de monde est une jouissance. Inviter quelqu'un à manger dans un restaurant où, pour être tranquille avec son invité, on a réservé la salle entière est un luxe. Dans les lieux prévus pour accueillir beaucoup de gens, les absents y ont une existence. Toutes les chaises vides dans la grande salle de la brasserie sont la présence en creux d'un peuple d'absents. Ça me touche et ressemble au plaisir de vivre seul dans un grand appartement. Situation considérée à tort comme un gâchis humain et immobilier, souvent vécu comme un manque affectif quand il est consécutif à une séparation, celle de son conjoint ou au départ de ses enfants. Pourtant, le grand appartement ou la grande maison avec plusieurs chambres et dans la cuisine de grosses casseroles pour faire à manger à de grandes tablées maintiennent le fantôme bienveillant de la communauté et de la grande famille sans en avoir les inconvénients. Le bruit, les cris, les courses à faire, le linge, le ménage. Même si on y est assis seul, la grande table garde son pouvoir d'invitation à la convivialité. Non aux petites tables individuelles, elles sont une réponse rationnelle à un problème irrationnel. Les restaurants, sous prétexte qu'on y arrive seul, vous condamnent toujours à la petite table individuelle. Pourquoi ne comprennent-ils pas que quelqu'un qui est seul est accompagné des autres, pas là? La place du pauvre dans certaines traditions d'hospitalité est aussi la place de l'autre. La table ainsi n'est pas réservée à une communauté repliée sur elle-même. La chaise vide est la preuve d'une humanité absente, mais conviée. J'aime la présence des autres, pas là. C'est la solitude la plus intéressante parce qu'elle est différente de celle de l'isolement, qui lui est une violence. Celui qui se retire du monde fait un geste fécond. L'ermite est entouré du monde absent. Pour cette raison, il a besoin d'étendues infinies pour le contenir tout entier. La fascination du désert tient au fait qu'il est totalement vide et peut ainsi contenir tout ce dont il est désempli. Les chaises vides tout autour de moi sont la preuve des autres pas là. Les nombreuses pièces des palais, quand elles n'étaient pas occupées, étaient débarrassées de leur mobilier. Les meubles, ce qui veut bien dire mobiles, étaient amenés par les domestiques en quantité exactement proportionnelle à la quantité des gens présents. Oh là, un siège pour Monsieur Dimanche, dit Don Juan dans la pièce de Molière. Les valets aussitôt apportent un siège. Parce que quand Don Juan est seul, il n'y a dans son salon que le fauteuil sur lequel il est assis. C'est bien qu'aujourd'hui les appartements soient encombrés. Cela les rend chaleureux, peuplés par les palas qui occupent toutes ces chaises, ces fauteuils et ces canapés libres. Ces palas mangent des nourritures imaginaires préparées dans les grosses casseroles accrochées au mur de la cuisine. Les hautes piles d'assiettes dans le placard désignent la foule des absents. Et il ne faut pas, sous prétexte d'avoir la flemme de faire la vaisselle, prendre chaque jour une ou deux assiettes de la pile. En prenant ainsi sur le stock, on dépeuple la maison des palas. Il faut utiliser la même assiette, prendre garde à la laver chaque jour pour laisser intacte la pile sur son étagère. Je comprends ma gêne quand je ne vois plus aucun verre propre parce que la même personne, à chaque fois qu'elle avait envie de boire, a repris un nouveau verre, finissant par les utiliser tous. Les verres sales s'accumulent dans l'évier. N'ayant été utilisés qu'une fois par la même personne, ils témoignent faussement de leur usage par une communauté. Un seul individu est parvenu à chasser de la maison la tribu des palas. En remplissant l'évier, il a fait le vide. Il est isolé. Les palas, pour qu'ils restent des compagnons agréables, ne doivent pas être identifiables. Ils sont la part de l'humanité que je convie dans ma maison. Ils ne ressemblent pas à mes aïeux, ils ne ressemblent pas à mes enfants. La chambre de l'adolescent depuis longtemps parti de la maison que ses parents conservent dans l'état avec les posters punaisés sur les murs par leur fils n'est pas l'espace des absents, mais celui des morts. On devine même les empreintes des semelles des baskets du fils parti sur la moquette de la chambre, inchangée. Ces fantômes-là ne sont pas mes prochains. Pour que ceux
qui ne sont pas assis sur toutes ces chaises vides soient mes prochains vivants, mes doubles, il faut être comme les enfants qui ne se trompent pas quand, après s'être assis sur l'une d'entre elles, ils essayent aussi toutes les autres. Et sur chacune, ils s'asseyent besogneusement, comme s'ils allaient choisir celle-là et y rester. Par cette gesticulation sans fin, ils veulent être tous leur moi à la fois. Et pour y parvenir, ils doivent les asseoir successivement sur toutes les chaises. Parce que je n'ai pas eu les moyens de réserver la salle entière, si un client entre dans le restaurant vide et s'installe, il prend une place réservée à la communauté des moi pas là, mes doubles. Quand je prenais si souvent le train entre Paris et Nancy, à l'époque où il y avait encore des compartiments, je n'y étais heureux que seul. Si c'était heureusement le cas, aussitôt que la porte coulissante du compartiment avait claqué sur sa butée, je changeais de place. Et je continuais ainsi pendant tout le voyage. Je n'étais pas le chien qui tourne pour trouver le bon endroit pour dormir, j'étais celui qui invitait ces différents moi à occuper le compartiment. En allant d'une place à l'autre, j'expérimentais les différents points de vue que l'on avait de chaque place sur le paysage qui défilait par la fenêtre. Là, j'étais dans le sens de la marche. Là, je pouvais coller mon visage à la vitre. Là, j'étais dans le sens contraire du sens de la marche. Là, je pouvais voir les gens passer dans le couloir, puis les voir s'éloigner dans l'enfilade vers l'avant quand j'étais dans le sens de la marche, vers l'arrière du train quand j'étais dans le sens contraire. Quant aux places du milieu, leur équidistance entre la fenêtre du couloir et celle donnant sur le paysage, si j'étais assis dans le sens de la marche, elle me donnait le point de vue du milieu et de l'équilibre. Dans le sens contraire du sens de la marche, elle me donnait l'impression désagréable d'avoir pris la dernière place libre du compartiment, la plus mauvaise. Souvent, pour terminer le voyage, je retournais à l'endroit que j'avais occupé en premier, c'était la place de mon moi dominant, mon moi premier, celui qui se soumet au premier élan, se fie à la première impression. Ce moi était premier. Ce moi premier était celui avec qui je m'étais constitué dans mon rapport avec les autres, mon moi social, celui qui échangeait avec les gens, comme le moine portier qui, dans les communautés religieuses, fait l'interface entre les moines cloîtrés et le monde extérieur. L'écrivain Fernando Pessoa, en créant tous ces personnages hétéronymes, ne faisait que tenter de rendre visibles ces moi multiples. Il les rendait par l'écriture moins anonymes que les miens, qui eux se ressemblent tous, comme les personnages coiffés d'un même chapeau melon qui peuplent les toiles du peintre Paul Delvaux. Quand un voyageur faisait irruption dans le compartiment, je le vivais comme une violence. En croyant que la place était libre, l'intrus allait s'asseoir sur moi. Heureusement que mon moi social souriait au voyageur importun, articulant même de façon audible et résignée « Oui, c'est libre ». Sacrifiant provisoirement mes autres moi-même, je les rapprochais de moi comme on rassemble tout près de soi ses sacs et ses vêtements qu'on avait étalés sur la banquette arrière afin de laisser de la place à l'entrant. Et quand au bout du compte le compartiment s'était rempli de voyageurs, j'étais douloureusement réduit à mon moi social, enfermé, claustrophobe de moi-même, mais quand par chance j'avais le compartiment pour moi tout seul, sûr que personne ne monterait plus dans le train parce qu'il n'y avait pas d'autre gare sur le trajet que celle de ma destination, je sortais dans le couloir, je refermais la porte coulissante et contemplais à travers le carreau mon compartiment. Je savais que la seule place vide, que tout mon voyage, pour tout mon voyage, était celle que je venais de quitter. Toutes les autres étaient occupées par moi-même absent.